Maintenant, on va voir comment compléter les réactions de déplacement simple. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est que dans un déplacement simple, il y a toujours un composé et un élément. Souvenez-vous, un composé, dans ce cas-ci, ça va être tout le temps des composés ioniques. Dans un composé ionique, il y a toujours un métal et un non-métal, ou plus spécifiquement, un cation et un anion. Donc, ça va être important de distinguer les deux. C'est pour ça que j'ai mis une petite échelle en haut ici. A et B, je vais utiliser ça pour les métaux ou les choses qui ont tendance à être positifs. Et X et Y pour les non-métaux ou les choses qui ont tendance à être négatives. Okay? Donc, dans la formule générale d'un déplacement simple, j'ai mentionné qu'on va tout le temps avoir un élément et un composé. Donc, il va y avoir deux possibilités. Soit que mon élément est un non-métal et qui va réagir ici. Mon élément plutôt est un métal et il va réagir avec un composé, ou mon élément va être plutôt un métal et encore une fois, il va réagir avec un composé. Dans chacun des cas, ça va être important de former un composé ionique, c'est-à-dire un composé qui a un métal et un non-métal. Donc, il faut faire le bon échange. Il faut éviter d'échanger un métal, oups, ici j'ai deux métals pareils, on va mettre B ici. Il faut éviter d'échanger un métal avec un non-métal, parce que si je fais l'échange, je vais finir avec deux métaux ensemble, c'est pas ça que ça va former. Comme je vous ai dit, on veut former un métal avec un non-métal. Donc, il faut toujours échanger un métal pour un métal ou quelque chose qui a tendance à être positif avec positif, donc cation avec cation. Si j'échange les deux, mon B maintenant est rendu le métal pur et mon métal qui était sous forme d'élément, maintenant il est rendu sous forme de composé. C'est la même chose ici si je fais réagir un non-métal à son état pur sous forme d'élément avec un composé. Le non-métal doit échanger avec le non-métal. Donc là, je ne l'échange pas contre le premier, je l'échange contre le deuxième ici. Et à ce moment-là, je vais former encore une fois une substance pure, mais dans ce cas-ci, c'est un non-métal avec un composé. Pour les états, ça va être les mêmes règles que les deux autres sections que j'ai vues avec vous auparavant. C'est-à-dire, quand on forme un composé ionique, on doit s'assurer est-ce qu'il y a de l'eau, et s'il y a de l'eau, bien, à ce moment-là, on va supposer que le composé ionique est aqueux. Les réactions de déplacement simple vont toujours se faire en conditions aqueuses, donc mélangées avec l'eau. Ça permet aux substances de mieux entrer en collision et de réagir. Donc, ça veut dire que quand on va former le composé ionique dans un bécher rempli d'eau, bien, il est entouré d'eau aussi. Donc, nos produits, nos composés ioniques, vous pouvez toujours les mettre aqueux pour les réactions de déplacement simple. Pour les éléments, bien là, il va falloir faire attention à notre fameux off-Brinkle. Donc, si notre substance fait partie de off-Brinkle, il va falloir mettre un petit 2. S'il ne fait pas partie de off-Brinkle, à ce moment-là, on ne mettra pas de petit 2. Ce n'est pas un élément qui est diatomique. Donc, si on applique ça ici, on a un non-métal pur avec un composé aqueux. Le non-métal va prendre la place du non-métal. Donc, je vais finir avec du brome pur et du chlorure de calcium. Ça va être important lorsque vous faites l'échange de ne pas échanger les indices, les petits 2, juste échanger les éléments. Dans cet exemple-là, ça va fonctionner, mais dans plusieurs exemples, ça ne fonctionnera pas. Okay? Donc, ici, comment on va déterminer c'est quoi les petits chiffres? Bien, quand on a un élément, tout ce qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait partie d'off-Brinkle? Dans ce cas-ci, oui. Donc, on va ajouter un petit 2. Je vais regarder sur le tableau périodique c'est quoi l'état. Le brome, c'est bleu, donc c'est liquide. Ensuite, pour ça ici, ça c'est un composé ionique. Pour savoir la formule, il faut regarder les charges. Le chlore, c'est 1-, le calcium, c'est 2+. Je fais mon chassé croisé. Ça donne ça ici. Et comme je vous ai dit, c'est un composé ionique qui est formé dans une réaction qui était faite dans l'eau. Donc, à ce moment-là, ça va être aqueux. J'équilibre ma réaction. Ici, c'est déjà équilibré. Il va arriver, parfois,
que justement, le cation, donc ce qui a tendance à être positif, n'est pas un métal, comme c'est le cas pour l'hydrogène, parce que l'hydrogène peut prendre une charge positive. Mais le métal, ici on a un métal pur, va prendre la place du métal, mais ici ce n'est pas un métal, c'est l'hydrogène. Donc, celui qui peut être positif va prendre la place de celui qui est positif, le cation. Et à ce moment-là, on va finir avec de l'hydrogène pur et le zinc maintenant, il est rendu avec le chlore. On peut voir les réactions de déplacement simple comme un célibataire qui vient voler la blonde ou le chum dans un couple. Okay? Donc, on va former un nouveau célibataire et un nouveau couple. Ensuite, ici, l'hydrogène fait partie de Hofbrinkel, je vais mettre un petit 2. Sur le tableau périodique, il est écrit en rouge, donc il est gazeux. Le zinc est une charge de 2+, le chlore est une charge de 1-. Si je fais chassé-croisé, ça donne un 2 ici. C'est un composé ionique qui était formé dans de l'eau, donc il est aqueux. Et ensuite, il me reste à équilibrer la réaction. J'ai 2 hydrogènes, je vais mettre 2 hydrogènes, 2 chlore, ma réaction est équilibrée. Maintenant, il y a une petite attrape. Lorsque vous allez faire réagir le potassium avec l'eau, ça va être important de voir l'eau comme étant HOH. Parce que c'est ça de l'eau. De l'eau, dans le fond, c'est comme si on avait un cation, l'hydrogène, avec un anion, okay, l'hydroxyde, mis ensemble et ça forme de l'eau. C'est la meilleure façon de le voir pour ne pas se tromper. Donc ici, encore une fois, on va changer le métal avec le cation. On va les échanger de place. Donc, je finis avec de l'hydrogène pur et le potassium finit avec l'hydroxyde. Donc, ce serait mal de mettre l'oxyde de potassium qui va être mis, c'est plutôt l'hydroxyde de potassium qui va être formé. L'hydroxyde de potassium, c'est un composé ionique. Je regarde les charges, c'est déjà égal. Donc, je peux tout de suite écrire l'état aqueux, pas besoin de faire de chassé-croisé ici. Ensuite, pour l'hydrogène qui fait partie de Hofbrinkel, je vais mettre le petit 2, c'est gazeux. Et ensuite, je dois équilibrer la réaction. J'ai un potassium. Ici, j'ai 3 hydrogènes, ça ne marche pas. Je vais doubler la quantité d'eau. Comme ça me donne 4 hydrogènes. Je peux mettre 4 hydrogènes ici en ajoutant un 2. Ça me donne 2 oxygènes, 2 potassium. J'ajoute un 2 ici, 2 potassium. Et là, maintenant, ma réaction est équilibrée. Ces réactions-là expliquent un peu pourquoi on ne retrouve pas de métaux purs dans la nature. Vous avez probablement remarqué que c'est rare que vous marchez, okay, puis que vous tombez sur un morceau de magnésium pur ou un morceau de calcium pur. Un des rares métals qu'on retrouve à l'état pur, on en a déjà parlé, c'est l'or, parce que l'or est très peu réactif. Mais tous les autres métaux vont généralement réagir avec l'eau, puis on s'entend que de l'eau, il y en a pas mal partout sur Terre depuis très longtemps. Et à ce moment-là, il va y avoir l'échange. Donc, pas oublier que c'est comme HOH. Donc, à ce moment-là, ça forme de l'hydrogène, de l'hydroxyde de lithium. Et pour équilibrer la réaction, je vais avoir besoin de mettre des 2 comme ça ici. C'est aqueux, gazeux. Donc, n'importe quel métal pur n'existerait pas longtemps sur la croûte terrestre juste parce qu'il y a de l'eau partout. Donc, c'est à cause des réactions de déplacement simple. Une autre raison pourquoi on retrouve très peu de métaux purs dans la nature, c'est qu'il y a un autre quelque chose qui est là depuis très longtemps. Les stromatolites ont formé de l'oxygène qui a été partout dans notre atmosphère. Et l'oxygène s'est mis à réagir avec les métaux par une réaction de synthèse et de combustion. Donc, on ne peut pas avoir du calcium pur, ça a vite réagi avec l'oxygène qu'il y avait dans l'air pour former une réaction de synthèse et former de l'oxyde de calcium. Pour équilibrer la réaction, j'ai besoin d'ajouter des 2 ici. Donc, ces 2 réactions-là expliquent pourquoi on n'a pas de métaux purs dans la nature. Ensuite, ici, j'ai montré la version simple, parce qu'en réalité, les réactions de déplacement simple n'ont pas toujours lieu. Il y a une question de force. C'est qui le plus fort? Okay? Comme par exemple, si le fer, qui est le célibataire, veut voler la blonde du cuivre, parce qu'on s'entend qu'il veut prendre la place du métal, bien, c'est comme un peu les humains. Si moi, je veux voler la blonde d'un autre gars, je dois m'assurer d'être plus fort que ce gars-là, sinon je vais manger une volée. Okay? C'est la même chose pour les éléments.
le fer doit être plus réactif que le cuivre s'il veut prendre la place du cuivre dans le composé. Dans ce cas-ci, effectivement, le fer était plus réactif. Donc, ici, je l'ai écrit, c'est quoi la règle? La réaction a lieu seulement si le métal sous forme d'élément donc, quand je dis sous forme d'élément, c'est le célibataire, si on pourrait dire. Est plus réactif que le métal dans le composé, en couple. Et c'est pour ça que les scientifiques ils ont fait une série expérimentale. Donc, on peut se fier à l'électronégativité, mais ça ne fonctionne pas toujours. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, donc c'est juste une série expérimentale. Ils ont testé tous les métaux, donc ils ont testé tous les célibataires, les faire réagir avec d'autres métaux qui étaient en couple et voir quand est-ce qu'il y avait des réactions, et ils ont généré ce qu'on appelle la série d'activités. Vous l'avez à la page 164, vous l'avez imprimé aussi au recto de votre page. Donc ici, vous avez tous les métaux qui ont été testés. En haut, c'est le lithium. Le lithium, c'est le plus réactif. Ça veut dire que quand le lithium est un célibataire, quand il est sous forme d'élément, il peut prendre la place de n'importe quel métal. Donc, on pourrait s'imaginer que ça, c'est le gars qui peut voler la blonde de n'importe qui. À l'autre extrême, on a l'or. L'or, le métal le moins réactif. L'or, ça veut dire que quand il est célibataire, il n'est pas capable de prendre la place d'aucun autre métal dans un composé. Donc, quand on a l'or sous forme d'élément, souvent, il n'y aura aucune réaction qui va se produire. Pour l'hydrogène, c'est un peu plus compliqué parce que l'hydrogène peut exister dans l'eau, donc HOH, ou peut exister dans un acide, donc qui commence par H. Quand il est sous forme d'acide, il est ici dans la liste, alors que quand il est dans l'eau, il est ici dans la liste. Donc, ça va être important pour les réactions avec l'hydrogène de prendre le bon hydrogène parce qu'il est à deux endroits différents dans la liste. Donc, si on retourne aux exemples ici, si je veux savoir, est-ce que l'argent va être capable de déplacer le cadmium? Bien, je dois aller chercher dans la liste. Donc, on va chercher l'argent et le cadmium. Donc, l'argent qui est célibataire est plus bas dans la liste que le cadmium qui est en couple. Donc, notre argent sous forme d'élément ne sera pas capable de déplacer le cadmium. Donc, dans ce cas-là, je ne veux pas que vous écrivez les produits parce qu'il n'y aura pas de transformation chimique qui va se produire. Donc, on va écrire AR en majuscule pour dire aucune réaction. Si on fait le deuxième exemple, le calcium pur et le nickel. Le calcium pur est ici. Le nickel qui est dans le composé est beaucoup plus bas. Ah, là, on a un célibataire, un élément, le cadmium, qui est beaucoup plus réactif que celui dans le composé. Donc, il va dire, tasse-toi de là, c'est moi qui veux le bronze comme étant ma blonde. Le nickel est rendu le célibataire. Et là, encore une fois, on doit suivre les règles. Nickel ne fait pas partie de off-wrinkle, donc pas de petit 2. Sur le tableau périodique, il est noir, donc il va être solide. Ça, c'est un composé ionique. Je regarde les charges, je fais le chassé-croisé. Il est formé dans de l'eau, c'est aqueux. J'équilibre ma réaction. 3 bromes, 2 bromes, plus petit commun multiple, c'est 6. 3 calcium, 3 calcium. 2 nickel, 2 nickel. Ma réaction est équilibrée. Finalement, l'étain célibataire et l'hydrogène dans un acide. Donc, le nickel, l'étain qui est célibataire, c'est ici. Est-ce qu'il est capable de prendre la place de l'hydrogène dans un acide? La réponse est oui, il est plus haut. Si ça avait été dans l'eau, il n'y aurait eu aucune réaction. Donc, je pourrais l'ajouter même ici. Si ça avait été étain plus H2O, ça n'aurait été aucune réaction parce que l'étain était plus bas que l'eau. Mais l'étain est plus haut que l'hydrogène dans un acide, donc il va y avoir une réaction. L'hydrogène va être tout seul,
l'étain va aller, le fluor va aller avec l'étain. Là, maintenant, je dois compléter mes produits. L'hydrogène fait partie de Half-Bring Pool un petit 2. Il est rouge sur le tableau périodique, il est gazeux. L'étain a deux charges possibles, 2+ ou 4+. Je prends la plus stable. Donc, la première qui est listée à gauche, c'est 4+. Parce que quand un élément se transforme, il va tout le temps prendre, un élément neutre se transforme, il va tout le temps prendre la charge la plus stable. Et ensuite, le fluor, 1-, je fais mon chassé croisé, juste ce composé ionique-là qui a été formé dans l'eau, donc il va être aqueux. Et là, je dois équilibrer ma réaction. 4 fluor, 4 fluor, 4 hydrogène, 4 hydrogène, 1 étain, ma réaction est équilibrée. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire lorsqu'on a des métaux qui sont sous forme d'éléments.